Bonjour à tous, cette introduction à la première partie du cours sur la statique va vous donner les fondations indispensables pour comprendre comment les forces agissent sur vos structures bois. Nous avons 5 chapitres avec à chaque fois un cours et 3 questions type QCM pour vérifier la bonne compréhension. Puis 2 exemples où l'on va calculer le moment sur une grue et sur une clé à molette. Mais avant de calculer quoi que ce soit, on va essayer de répondre à cette question qui est: comment définir et restreindre les déplacements possibles d'un élément structurel pour l'étudier en 2 dimensions. La statique, c'est l'art de comprendre pourquoi les choses ne tombent pas, pourquoi elles sont en équilibre. Pour cela, nos études sont dans un repère R avec une origine O. C'est un repère dit orthonormal direct, c'est-à-dire que ses axes sont perpendiculaires et de même unité. Ça, c'est pour ce qui est orthonormal. Pour le côté direct, cela implique que l'on est dans le sens trigo, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout mouvement complexe peut se décomposer en 6 mouvements élémentaires, 3 translations et 3 rotations. Mais ça, c'est dans le cas où l'on est en 3 dimensions. Et on vient de le dire, nous prenons pour hypothèse que nous sommes dans une étude plane, celui de la feuille ou de l'écran par exemple. Cela suppose que toutes les forces et la géométrie de la structure se situent dans un seul et même plan. Donc si ma feuille est dans le plan XY, une translation suivant Z sortirait de ce plan, de même qu'une rotation autour de X ou Y. Maintenant, je vais vous poser des questions et je vais vous laisser le temps de répondre. La réponse va s'afficher par la suite. En mécanique, comment définit-on un système en statique? La statique, c'est l'étude de l'équilibre mécanique. Un objet en statique ne subit aucun mouvement global, il est à l'arrêt en équilibre statique. Deuxième question, dans le repère d'études standard mentionné dans le cours, quelle est l'orientation positive de l'axe Y? Dans le repère standard, l'axe Y est vertical et positif vers le haut. L'axe X, lui, est horizontal positif vers la droite, et l'axe Z pointe vers l'observateur. Question 3. Dans l'espace en 3 dimensions, combien de mouvements élémentaires distincts un solide peut-il subir au total? Eh bien, en 3 dimensions, tout solide possède 6 degrés de liberté, c'est-à-dire 3 translations et 3 rotations. L'hypothèse plane réduit ce nombre à 3. Et maintenant, on va s'intéresser au degré de liberté, justement. L'idée de savoir comment décrire et quantifier les mouvements possibles d'un élément structurel en bois. Imaginez par exemple ces poutres-là qui sont en train d'être soulevées par la grue. Elles peuvent se déplacer si on le souhaite suivant l'axe de la longueur de la poutre, donc c'est-à-dire la translation suivant X, mais aussi suivant son épaisseur, ce sera la translation suivant Y. Mais si on fait tourner ces poutres autour du point d'accroche de la grue, on sera donc en rotation autour de Z. Et bien cet axe-là, ces degrés de liberté-là, ce sont ceux du plan lorsque l'on est en 2 dimensions. Il faut savoir que chaque fois que l'on bloque un degré de liberté, la structure se doit de réagir, elle lutte contre ce blocage, et cela génère l'apparition d'une réaction. Une translation suivant X qui est bloquée donne une action mécanique qui crée une force ou un effort de réaction horizontale qui sera noté F de X. Une translation suivant Y donne une réaction verticale notée Fy, et une rotation en Z qui est bloquée donne un moment, une force de rotation notée Mz. Première question, dans un système en 2 dimensions, combien de degrés de liberté possède un solide totalement libre? Eh bien, dans le plan, un solide possède 3 degrés de liberté, une translation suivant X et Y et une rotation suivant Z. Que se passe-t-il mécaniquement lorsqu'on empêche la rotation d'une poutre au niveau d'un appui? Eh bien, lorsqu'on empêche une rotation au niveau d'un appui, la liaison se doit de résister à ce pivotement et la réaction crée donc un moment, c'est-à-dire une force rotative qui s'oppose au pivotement. Quels sont les appuis mécaniques ou degrés de liaison générés par un encastrement? Un encastrement, lui, va supprimer 3 degrés de liberté, 2 translations et une rotation. Maintenant, on va s'intéresser aux liaisons externes. Et l'idée est de répondre à comment modéliser ces liaisons d'une structure plane en 2D pour identifier les réactions d'appui nécessaires au calcul statique.
L'appui simple ou le rouleau supprime lui 1 degré de liberté, une translation perpendiculaire au plan d'appui. Il est symbolisé par un triangle sur roulette. Le moment fléchissant, dans ce cas-là, est complètement libre. Quant à la force ou la réaction qu'il va générer, elle sera notée FY dans notre cas. Et en type d'exemple, on peut avoir une solive qui repose sur une muraillère. L'articulation est une liaison qui supprime 2 degrés de liberté, une translation suivant X et une translation suivant Y. Elle est symbolisée par un triangle qui est fixé au bâti. La rotation est libre, le moment y est toujours nul. En construction bois, cela peut s'apparenter à un sabot métallique ou des boulons simples comme ce que vous pouvez avoir à droite. Les efforts que cela va générer en réaction seront les efforts Fx et Fy au niveau des inconnus statiques. L'encastrement est la liaison la plus restrictive. Elle supprime 3 degrés de liberté. En gros, elle supprime tout dans le plan. Elle solidarise complètement une pièce avec une autre et elle génère 3 inconnus en réaction Fy, Fx et le moment autour de Z. Question 1. Quel nombre de degrés de liberté est supprimé par un appui simple? Un appui simple ne bloque qu'un seul mouvement, la translation perpendiculaire à son appui. Elle laisse libre, la plupart du temps, une translation suivant X et une rotation autour de Z. Question 2. Graphiquement, comment représente-t-on la liberté de glissement d'un appui simple? L'appui simple est symbolisé par un triangle posé sur des roulettes, évoquant la liberté de translation parallèle au plan d'appui. Quelles sont les réactions d'appui qui apparaissent au niveau d'un encastrement en 2D? Eh bien en 2D, vu que l'encastrement bloque les 3 degrés de liberté, nous avons donc 3 inconnus de liaison, Fx, Fy et le moment. Faisons maintenant un petit rappel de trigonométrie, et ce fameux SOHCAHTOA, parce que l'idée ici, c'est de maîtriser les rapports de trigonométrie pour dimensionner les composants d'une charpente et projeter les actions mécaniques. L'hypoténuse, c'est le côté qui est face à notre angle droit. Le côté adjacent, lui, il forme un angle avec l'hypoténuse. Et le côté opposé est bien sûr face à l'angle. Par exemple, ici, si on prend une charpente tradie, l'hypoténuse serait représentée par l'arbalétrier. Si l'angle que l'on va considérer est l'angle de la toiture, alors son côté opposé serait représenté par le poinçon et le côté adjacent serait la moitié de l'entrée. Question 1. Lors de l'épure d'une ferme de charpente, comment nomme-t-on le côté du triangle rectangle qui correspond à l'arbalétrier? Eh bien, on vient de le dire, ce serait l'hypoténuse, qui est toujours le côté le plus long, situé face à l'angle droit. Question 2. Vous connaissez la hauteur entre la gouttière et le faîtage, le côté opposé, et la longueur au sol, le côté adjacent d'un chevron. Quelle fonction trigonométrique vous donne l'angle d'inclinaison? Eh bien, c'est le tangente alpha, tangente de notre angle, ou TOA. Connaissant les deux côtés du triangle sans l'hypoténuse, la longueur du chevron en rampant, on utilise le tangente d'alpha, ou arctangente, de la hauteur divisée par la longueur au sol. Quel acronyme permet de mémoriser facilement les 3 formules trigonométriques fondamentales? Bon, c'est un peu simple celle-là. Il s'agit bien sûr de SOHCAHTOA. SO pour sinus opposé sur hypoténuse, K pour cosinus adjacent hypoténuse et TOA pour tangente opposée adjacent. Un classique indispensable en SCBH. Maintenant, on va traiter des forces et des moments, parce que l'idée c'est de définir, représenter puis calculer les forces et les moments qui s'exercent sur une structure bois. La force possède 4 caractéristiques: une direction, un sens, une norme et un point d'application. On peut voir que dans l'exemple qui est dans notre cas, on peut décomposer une force suivant ses composantes horizontales et verticales en utilisant bien sûr SOHCAHTOA, la trigonométrie comme on l'a vu précédemment. Le moment d'une force par rapport à un point mesure son aptitude à la faire tourner autour de ce même point. Le moment, c'est une force fois une distance. Cette distance est soit un bras de levier. Une force est une grandeur vectorielle. Combien de caractéristiques définissent complètement une force?
Donc une force se définit par 4 caractéristiques: sa direction, son sens, sa norme et son point d'application. Quelle est la formule qui permet de calculer le moment d'une force par rapport à un point O? Le moment se calcule en multipliant la force par son bras de levier, M fois D. Sur Terre, quelle est la force de pesanteur d'une masse de 100 kg en considérant une accélération terrestre de 10 mètres par seconde carré? Eh bien, on fait M fois G, 100 kg fois 10, ce qui nous donne 1000 newtons, soit 1 kN ou 100 décanewtons. Prenons maintenant en exemple la grue. On voit qu'on a une force appliquée de 600 newtons avec un angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale, une distance horizontale de 2 mètres par rapport au point O et 4 mètres à la verticale. Ici, l'idée, c'est de calculer le moment résultant de la force F au point O. La première chose à faire, c'est de décomposer l'effort F suivant l'axe X et Y. On obtient 459,6 kN à l'horizontale et 385,6 à la verticale. Ensuite, on va s'intéresser aux distances entre l'origine de la force et le point O. Nous avons un bras de levier qui, à la verticale, est de 4 mètres et à l'horizontale de 2 mètres. Et maintenant, en multipliant la distance de bras de levier avec l'effort horizontal ou vertical, on obtient un moment au point 0 suivant Fx de moins 1838,4 newtons par mètre et un moment au point 0 par rapport à Fy qui vaut moins 771,2 newton-mètre. Maintenant, si on fait la somme de ces deux moments, on obtient moins 2609,6 newton-mètre. Prenons maintenant l'exemple de quelqu'un qui serre une clé à molette et qui exerce un effort de 150 newtons avec un angle de 20 degrés par rapport à la verticale. Ici, je peux faire la même chose que j'ai fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que je décompose mon effort de 150 newtons à l'horizontale en passant par sinus et à la verticale en passant par cosinus, et j'obtiens les résultats que vous avez devant les yeux. Ensuite, je fais la somme des moments provoqués par Fx et Fy, ce qui me donne moins 32 147 Nm. Voilà, nous avons donc vu les déplacements et les études planes, les degrés de liberté, les liaisons externes, un petit peu de rappel de trigonométrie, puis nous avons abordé les forces et moments.